Pour cette première interview dans Proprio à tout prix, on a le plaisir, l'honneur d'accueillir Rémi Reverchand. Salut Bruno. Salut, qui, vous le savez peut-être, est la figure emblématique du basket en France sur Being Sport, le présentateur des exclusivités NBA sur la chaîne sportive majeure du NBA. C'est ça, j'ai la chance de parler de ça, ce ballon orange, tout au long de la journée, et c'est une passion, donc c'est cool. On va parler de ton parcours aujourd'hui, riche, qui allie la passion, la télé, les États-Unis. Pour commencer, tu es né en Espagne. Ouais, tout à fait. Je suis né en Espagne, à Alicante. Je suis pas resté bien longtemps, je suis resté qu'une petite année. En fait, mon père bossait dans la banque et donc on déménageait assez régulièrement, c'était comme ça. Ouais. Et quand j'ai 7 piges, on rebouge à nouveau et on part cette fois dans le sud de la France, à Béziers. Et c'est plus là où... Voilà, où là, t'as des souvenirs. Ouais, exactement. On a une maison très sympa, une petite maison à l'écart de la ville. Béziers qui est déjà pas une grande ville, mais on est à l'écart de la ville. La Rochelle? Je pars à La Rochelle exactement, nouveau move, on part s'installer quand j'ai 13 ans à La Rochelle et je fais mon collège-lycée là-bas, je passe mon bac à La Rochelle et c'est surtout là où je découvre ma passion du basket. C'est ça, c'est là où tu commences, un peu tardivement finalement. Ouais, j'ai tâtonné, j'ai fait plein de sports et tout, et je découvre le basket sur le tard, c'est vrai, sur 13-14 ans par là, ouais. D'accord. Rémi est donc un très grand sportif avant tout, au départ, hein, au démarrage. Ouais, passionné. Tu évolues en National 2. Ouais, c'est ça, j'ai joué jusqu'en National 2, qui est un niveau semi-professionnel, où tu t'entraînes tous les soirs, tu as ton match le week-end à l'autre bout de la France, etc. Mais tu continues de vivre à côté. Moi, je faisais mes études, et puis après, j'ai commencé à bosser en tant que journaliste en même temps. Ouais. Ok, alors tour l'école de journalisme, qui t'amène en fait à être accepté pour poursuivre ou terminer tes études de journalisme dans le Colorado. T'as tout bon. Je fais ma dernière année d'études là-bas. En fait, je candidate pour un programme qui était lié à la fac de Tours, dans lequel je suis accepté. Ils ont des accords d'échange avec les universités américaines. Le problème, c'est que ça coûte un bras. Bah oui. Et j'avais pas ces moyens-là à l'époque. C'est des 20-25 000 $ l'année. Mais le partenariat a fait que j'ai pu être accepté, avoir une bourse et ne pas payer mon année d'études là-bas. Ah ouais. Et donc, je me retrouve envoyé pendant un an dans une petite fac qui s'appelle la University of Northern Colorado. Dans un bled à 1 heure de route de Denver, dans les montagnes du Colorado, magnifique. Il faisait froid, la neige, les montagnes, c'était incroyable. Wow. Et je passe une année de ouf. Ouais, fantastique. Alors là, le logement là-bas, c'est quoi? Alors c'est de la coloc, c'est quoi? Ouais, c'est marrant, je me retrouve dans une... Tu vois, le cliché des étudiants américains, je me retrouve dans une grande baraque un peu vieillotte avec 4 étudiants américains. On est en coloc, on est 2 par chambre, on partage le truc, on fait la fête tout le temps, la baraque est un peu vieillotte mais très sympa, il y avait ce côté... Tu vois, on y était attachés en fait, tous les 5. Puis c'était un melting pot fou, il y avait un mec de l'équipe de foot américain, un énorme Renoir balèze, il y avait un petit Hawaïen qui jouait dans l'équipe de tennis, un mec qui revenait d'avoir fait l'armée, il y avait moi, un Français qui sortait de nulle part. Enfin, tu vois, c'était vraiment un melting pot marrant. Des sportifs, principalement, donc. Il y a eu des sportifs, ouais, il y avait 2 sportifs là-dedans, moi en plus. 3, ouais. Et on passe une année où on étudie un peu, on fait beaucoup la fête, je joue au basket, je découvre les matchs NBA, etc. Et puis je découvre la vie sur un campus américain, quoi. Oui, donc c'est là, en fait, que tu commences à grenouiller dans la NBA, ou comment ça se passe, alors? Je découvre mes premiers matchs NBA dans la salle de Denver. Il y a les Denver Nuggets qui sont l'équipe NBA de là-bas. Ouais. Et j'avais pas de voiture à l'époque et donc j'emmerde mes colocs pour qu'ils m'emmènent à Denver faire la route les week-ends pour aller voir un match. Ouais. Et on se prend les places tout en haut qui coûtent pas cher à l'époque, qui coûtent 20-22 $ la place, tu vois. Et j'étais un gamin à Disneyland, tu vois. Je suis dans ma salle NBA pour la première fois à voir les superstars NBA. Alors j'étais tout en haut, tu vois, je les vois au loin et tout. Mais je me régale et là, je tombe amoureux de ça, quoi. Bon, là, t'es étudiant, journalisme, donc c'est quoi ton premier contact avec les grandes stars? Est-ce que ça se passe à ce moment-là, les grandes stars du basket? Est-ce que tu commences à réussir à pénétrer dans les vestiaires? Ouais, t'as raison, le premier contact, c'est cette année-là. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année d'études, je dois faire un stage, c'est comme ça. Et alors que tous mes petits collègues en France, là, ils font leur stage dans les chaînes de télé locales parisiennes ou françaises, peu importe. Moi, je me dis, non, je veux rester dans le Colorado. Je démarche les chaînes de télé et je réussis à convaincre un mec dans une chaîne locale de me prendre en stage. Ah, excellent. Et donc, je me retrouve à faire 3 mois de stage dans une télé locale de Denver. Et là, les mecs m'aiment bien, m'encouragent à faire des trucs et m'envoient notamment couvrir l'équipe de basket de NBA des Denver Nuggets. Ah, oui. Donc je me retrouve à interviewer pour la première fois de ma vie des joueurs NBA. Ouais. Donc c'est le début de l'aventure, je dirais également avec Canal, BFM. Exactement, c'est là où en fait je me dis que je veux en faire mon métier, je veux faire ça de mon métier. Et du coup, je rentre en France parce que je suis diplômé, je commence à bosser. Mais il va se passer un truc, c'est que moi je commence à bosser à la pige, c'est-à-dire en tant que journaliste qui débute, sur plusieurs rédacs parisiennes, dont Canal, dont BFM, etc.
Et puis au bout de 3 ans, je me dis, il faut que je vive mon rêve. Et je pars m'installer à Los Angeles sans aucune garantie. D'accord. Et je propose donc aux chaînes avec lesquelles je bossais, Canal+, BFM TV, une chaîne qui s'appelait Orange à l'époque qui a disparu, de bosser pour eux depuis là-bas, de leur fournir des images, des contenus. Et les mecs me disent oui. Et c'est comme ça que je plonge pour de bon dans la NBA. Et alors, tu t'en donnes les moyens parce que j'ai lu les petites indiscrétions que, effectivement, non seulement tu fais ton métier de journaliste, mais tu te colles au montage, tu te colles aux images, tu livres des produits clés en main, quoi. Ouais, là, j'ai pas le choix, en fait, parce que je te dis, je me retrouve, quand je pars, j'ai 24 ans, je craque mon PEL, mes économies pour m'acheter une caméra de tournage et un ordi de montage, et je pars solo là-bas, et donc il faut que je fasse tout, quoi. Et donc je me retrouve à partir, je tiens ma caméra, je tiens le micro, je fais les interviews, je rentre chez moi, je fais mon petit montage, j'envoie aux chaînes de télé, et puis c'était trop cool, quoi, parce que je découvre le fait de tout faire en télé, quoi. Alors, tu vis comment à Los Angeles? Alors, c'est Alerte à Malibu, c'est quoi? Presque, parce que je suis juste à côté. Alerte à Malibu, c'était à Santa Monica, et c'était pas vraiment à Malibu. Et moi, je suis juste à côté, je suis à un endroit que je pense le nom vous parle à tous, c'est Venice Beach. Je m'installe à Venice Beach, j'ai un copain français en fait qui part lui faire ses études là, et donc on part en même temps, donc on dit faisons une coloc, c'est plus simple. Et donc on se trouve un appart à Venice Beach, dans, tu sais ce qu'ils appellent des condos les Américains, donc c'est une espèce de résidence où tu as plein d'apparts, avec piscine, avec salle de sport, avec terrain de tennis, tu vois, le rêve absolu. Et on a un appart très sympa, 80 mètres carrés, chacun sa chambre, une salle de bain, on est bien, et je passe 3 ans là-bas, 3 ans de rêve à Los Angeles, quoi. Bon. Alors là, le rêve américain se poursuit, mais tout d'un coup, il y a une figure de la télé qui t'appelle, Pietri, et qui te dit ah oh, il y a quelque chose qui se passe en France. C'est ça, Charles Pietri qui me passe un coup de fil et qui est un illustre journaliste français, sportif, qui est en train de monter la rédac de la chaîne pour laquelle je bosse aujourd'hui, qui est Beansport, et qui me dit en gros, écoute, ton profil me plaît, si t'es prêt à rentrer à Paris, il y a un contrat qui t'attend. D'accord. Donc là, je passe 15 jours à me torturer l'esprit parce que j'ai ma petite vie à Los Angeles. 2012, on dit, c'est ça. 2012, il y a 10 ans, je suis au soleil, je couvre la NBA, j'ai ma vie installée, etc. Et on me parle de rentrer à Paris, donc tu vois, c'est quand même un changement important. Et donc je me triture un peu l'esprit, puis finalement, comme je suis un peu obsédé par mon boulot, je le tente. Et je dis, allez, feu, on y va. Allons-y. Et je rentre, et depuis, succès total, depuis 2012, je suis à l'antenne sur Beansport. Alors, on va faire un petit peu le point là-dessus. Donc, il y a le SNL. Ouais, qui est l'émission du dimanche soir, Du dimanche soir, 3 heures de direct. 21h minuit, autour de l'affiche qu'on suit en direct tous les dimanches soirs. Des consultants, des invités, des Skype en direct des États-Unis. L'idée, c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai voulu faire dans cette émission, c'est ce que j'aurais voulu voir quand j'étais gamin. Le match NBA du dimanche soir, je veux le suivre dans un canapé avec de la bouffe et mes potes. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est un peu l'idée de ce qu'on a reproduit à l'antenne. Bon, ok. Et puis, tous les jours? Une quotidienne, Une quotidienne, NBA Extra. Exactement, c'est 12h45 tous les jours, pendant 3 quarts d'heure. C'est l'institution de Bein. On est là depuis le début de la chaîne où on fait le débrief des matchs de la nuit. C'est ça. Ça se passe bien, on a toute notre équipe avec Xavier Vaution, avec Jacques Monclar, avec Marie Patrux qui tourne bien et on parle de NBA tous les jours et on a créé une petite communauté qui suit le truc maintenant depuis 10 ans. Ouais, c'est ça. Alors en parlant de communauté, tu es extrêmement suivi sur les réseaux. Tu es un fan d'Instagram. Je m'en sers beaucoup, C'est quelque chose qui fait partie, je dirais, de l'environnement de l'émission ou c'est un truc perso? Comment tu le vis, ça? C'est perso dans le sens où rien ne m'est imposé là-dessus, mais c'est un choix qui aujourd'hui me paraît évident parce que la NBA est un sport qui est suivi par des gens hyper connectés, ça on le sait, on s'en rend compte maintenant. Donc les gens, déjà, il faut communiquer les affiches que tu diffuses tous les jours, les horaires d'émission, etc., juste pour les informer. Et puis à côté de ça, moi sur Instagram, j'ai envie de partager un peu de qui je suis, de mes passions, du basket, du sport quand je vais aux États-Unis, des émissions bien sûr. Donc j'ai l'impression que c'est un truc que la communauté NBA qui nous suit aime bien. Alors Rémi, basketteur, mais pas seulement. Donc CrossFit. J'ai Aviron Indoor, j'ai vu ça, champion d'Europe, c'est ça? De France. De France, ouais. Alors, Aviron Indoor, c'est quoi? C'est dans une baignoire? C'est presque. C'est du rameur en fait. Ce qu'ils appellent l'aviron indoor, c'est les mecs qui font de l'aviron, le vrai noble aviron. L'hiver, quand il fait un temps pourri et qu'ils peuvent pas sortir sur les bassins pour s'entraîner, et ils font du rameur. Et ils en font tellement qu'ils en ont développé une discipline à part entière. Et chaque année, tu as un championnat de France qui est hyper suivi et beaucoup de monde y participe. Ça se passe à Paris en général. Et donc il s'avère que j'ai gagné ça une année. Alors il y a quelque chose qui m'a fasciné également, pour rien te cacher Rémi, c'est que en fait tu viens d'écrire un livre qui vient de sortir. Road Trip NBA. Qui est vraiment, je dirais presque un condensé de ta vie, presque on pourrait dire ça. On pourrait dire que c'est vraiment révélateur de ce que tu es, avec des belles photos et 28 villes emblématiques du basket. Et tu as fait un road trip.
et t'en as fait un bouquin. Et je dois avouer que c'est vraiment à l'image de tes émissions, un truc feel good qu'on feuillette avec grand plaisir. Merci, c'est cool, ça me plaît entendre ça. Ouais, l'idée c'était de raconter les villes des États-Unis où tu as du basket, mais pas de parler que de basket parce que les basketteurs ont déjà lu 1000 bouquins sur le basket. Je voulais pas que parler de ça. Je voulais parler culture des USA parce que moi je suis dingue de ce pays. Et donc je raconte dans chaque ville l'histoire, la bouffe, la culture, la musique de chacune de ces villes. Et j'y mets mes petites expériences perso. Tout est écrit à la première personne, mes rencontres, voilà. Et ça a bien marché, ouais, je crois. Alors, la ville que tu préfères dans ton bouquin, ou en tout cas, ou la personnalité que tu préfères, l'interview que tu préfères dans ce bouquin, c'est quoi? La ville, forcément Los Angeles. J'y ai passé 3 ans, j'ai laissé un peu de mon cœur là-bas, donc c'est ma ville numéro 1, même si j'ai eu d'autres belles surprises. Personnalité préférée interview, pour chaque ville, j'ai interviewé quelqu'un, donc il y en a un paquet. Qui je pourrais te sortir du lot? J'ai fait des gens tellement cool, un peu partout. J'ai rencontré pour Chicago, par exemple, un mec qui s'appelle Sam Smith. Sam Smith, c'est un journaliste un peu historique des Chicago Bulls. C'est celui qui couvrait Michael Jordan pendant toute sa vie. Et tu sais, pendant le confinement, tout le monde avait regardé sur Netflix une série qui était sortie, qui s'appelait The Last Dance, sur la dernière saison de Michael Jordan à Chicago. Et c'est lui qui est tout le temps dedans. C'est le vieux monsieur avec sa moustache qui raconte un peu les Bulls. Et il a ce visage, tu sais, c'est le grand-père idéal que tout le monde rêve d'avoir, hyper gentil, qui a plein d'anecdotes à raconter et tout. Et donc j'ai discuté pendant 1h30 avec ce mec-là de la vie de Michael Jordan à Chicago. Et c'était fantastique. Bon, les grands joueurs américains, ceux qui ont fait le basket français en NBA, donc Tony Parker. Mais maintenant, on le sait peut-être un peu moins pour les néophytes, bien sûr pour les gens spécialisés, il y a encore beaucoup de Français en NBA aujourd'hui. Bien sûr, ça cartonne. En dehors des Américains, évidemment. Peut-être à égalité avec le Canada, on est le pays au monde qui fournit le plus de joueurs NBA. Il y a entre 12 et 13 joueurs français chaque année en NBA. Des noms qui vous parlent peut-être, Rudy Gobert qui joue à Utah, qui est une star, Nicolas Batum aux Clippers de Los Angeles. Voilà, vous des mecs comme ça. Vous êtes très proche de lui. Au fil des ans, j'ai développé des amitiés avec certains d'entre eux, dont Nico qui est aux Clippers maintenant. Le basket cartonne en France, ça marche très bien, on produit de super joueurs, on est vice-champion olympique en titre. Et la NBA reconnaît ça, qu'il y a une vraie expertise française. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en tant que spécialiste, là c'est moi le néophyte qui te parle, dis-moi, quelle est la différence essentielle que tu vois entre le basket français et le basket américain? Il y a un océan d'écart, littéralement d'ailleurs, entre les deux. Le basket ricain, c'est un show, un spectacle, c'est la meilleure ligue au monde en termes de talent, c'est là où tu as le plus d'argent, c'est là où tout le monde rêve d'aller. Le basket français, c'est un très bon niveau de formation, c'est du basket athlétique, on a de très bons athlètes en France, mais il y a un océan d'écart qui est lié avant tout aux finances, c'est-à-dire que les joueurs que tu attires sont les joueurs qui sont payés au niveau auquel tu peux les payer, tu vois. C'est ça, là t'as pas envie de te fâcher avec personne là. Non, mais le truc c'est que c'est pas la même chose. En France, tu vas voir, c'est un public de passionnés qui va voir le basket français. Moi je suis un passionné, je vais voir du basket, j'adore. Mais tu vois, j'emmènerai pas ma mère voir un match de basket français parce que je pense qu'elle s'emmerderait un petit peu. Alors que je l'ai emmené voir un match de NBA où c'est un spectacle, un show, etc. En France, c'est un spectacle plus sobre. Tu vas voir un match de basket, vraiment. C'est ça. Écoute, j'ai préparé quelques questions France ou États-Unis. Très bien. Tu as le droit de dériver. Hein. D'accord, je prends note. Bon, alors l'immobilier, les logements, France ou États-Unis? Je t'avoue, quand je suis rentré en France, que j'ai commencé à visiter des apparts à Paris, que j'ai demandé où était la piscine et le terrain de tennis, on m'a regardé bizarrement. Mais il y a le côté grands espaces aux États-Unis, mais il y a le côté charme de l'ancien mieux fait en France. C'est des esprits très différents. Très différents. Bon. Donc tu te prononces pas? Allez, moi j'aime les grands espaces, je vais quand même dire encore les États-Unis. Bon, les États-Unis. Pour y travailler, la France ou les États-Unis? Alors c'est une question difficile. C'est une bonne question. Tiens, aux États-Unis, il y a ce mythe qui est assez vrai de quand tu bosses, tu peux réussir, et alors qu'en France, t'as pas toujours l'opportunité équivalente. Maintenant, moi, ma réussite professionnelle, je l'ai construite aux États-Unis, mais elle se valide maintenant en France. Ouais, non, je veux dire la France. Je suis très heureux de ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Non, puis en plus, tu as la chance en fait de faire les deux, toi, en fait, puisque oui, j'y retourne régulièrement. Tu travailles en France, mais souvent, il y a des détaché spécial là-bas. Exactement. Dès qu'il y a des gros événements basket, Beansport me renvoie là-bas. Donc j'ai ce bonheur de vivre en France, ce pays dont je suis amoureux, et de repartir régulièrement aux États-Unis, l'autre pays dont je suis amoureux. D'accord. Donc j'ai vraiment le meilleur des deux mondes. En exclu, là, le prochain déplacement aux États-Unis, c'est pourquoi? C'est pour les finales NBA qui commenceront le 2 juin prochain. Et je sais pas encore, je peux pas te dire où c'est, puisque ce sera dans la ville des deux finalistes. Donc on attend et on verra. D'accord. Et tu as un pronostic, non? Peut-être Phoenix à l'ouest, dans le désert de l'Arizona. Ouais. Et pour la ville à l'est, ça pourrait peut-être être Boston, qui est une ville hyper sympa, Boston. D'accord. Le basket, France ou États-Unis? Tu préfères l'équipe de La Rochelle ou l'équipe des Lakers? T'es dur avec moi, là, tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère. Les États-Unis, le basket, le pays du basket, c'est les États-Unis. D'accord.
Alors, comme ton bouquin le montre également, tu es passionné aussi de culture urbaine, etc. Le hip-hop. Ouais. France ou États-Unis? Eh ben, alors, le hip-hop est né de toute façon aux États-Unis et sera toujours dominé par les ricains. Ouais. Mais moi, j'ai développé une petite passion pour le hip-hop français aussi. Ouais. Donc là, pour le coup, je vais vraiment pas choisir parce que j'écoute autant de rap américain que français, ouais. D'accord. Booba ou Kanye West? Pour le coup, Booba. Ah ouais, d'accord. Je suis pas fan de Kanye West. Très bien. Bon, les barbecues. Alors ça, c'est aussi, ça a été assez présent dans ton parcours. Oui. France ou États-Unis? Alors, tu as deux types de barbecue. Le barbecue texan, Dallas, les grosses viandes, etc. Ou le barbecue de Memphis, du Tennessee, où ils te mettent ça dans ils appellent ça des fumoirs, des gros smokers, là, où ils laissent la viande fumer pendant des heures et des heures. Voilà, là, c'est un bonheur. Alors, pour finir, on voit que quand même, les États-Unis l'emportent quand même un petit peu. Ouais, c'est largement, je crois. Voilà. Le top 3 de tes villes pour vivre aux États-Unis? Alors, numéro 1, Los Angeles, je te l'ai dit, parce que tu as le soleil, tu as la mer, tu as le côté grande ville américaine où il se passe plein de choses, très dynamiques et des quartiers très différents, certains avec beaucoup de charme. Numéro 2, c'est quand même difficile de pas te mettre New York là-dedans. Alors pourtant, c'est une ville où vivre est compliqué parce que ça coûte très cher, parce qu'il y a des petits espaces, mais c'est une ville qui est tellement... c'est la ville qui ne dort jamais, quoi. C'est une ville qui est tellement folle, qui se rapproche de Paris dans l'esprit ou dans le sens où tu peux marcher partout, tu as le métro, voilà. Et numéro 3, c'est très sous-coté, mais j'aime beaucoup le Texas. Et j'ai eu la chance de passer pas mal de temps à Dallas. Et Dallas, c'est une super ville où tu combines le côté grande ville dynamique avec des grands espaces. Tu peux acheter des terrains, des maisons, des appartements avec vraiment de l'espace. C'est à l'opposé de New York, tu vois. J'ai un pote français qui est agent de basket qui s'est installé là-bas, dans le nord de Dallas. Il s'est acheté une belle maison avec un jardin, etc. pour des prix vraiment surprenants. Et Dallas, c'est une ville très sous-cotée. Bon, on le rappelle, donc Rémi, figure emblématique de la présentation sur Bein Sport, du basket et de la NBA. Un livre qui cartonne. Road Trip NBA, Road Trip NBA, 28 villes passées au crible sous l'œil avisé de Rémi. Tous les jours sur Bein également, le midi, commenter les matchs du jour, d'une certaine ou de la veille. Voilà, NBA Extra. Rémi, ça a été un grand plaisir de te recevoir. C'est partagé, merci beaucoup. C'était cool de pouvoir discuter américain. Donc on dit salut à nos amis et on continue notre discussion. On va pas s'arrêter.